Voilà. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier. Alors, je m'appelle Jérémy, je travaille à DoYouBuzz et alors j'imagine que vous connaissez DoYouBuzz, hein, c'est un outil pour vous aider à faire un CV le plus simplement, facilement possible. Et moi, mon boulot là-dedans, c'est d'essayer de vous aider, vous et toutes les personnes en recherche d'emploi, alors soit dans la stratégie de recherche d'emploi, soit dans la manière de construire son CV, parce que c'est bien d'avoir un outil, mais il faut aussi savoir comment l'utiliser et puis comment remplir le CV avec le bon contenu. Et ça dépend beaucoup de vous. Parce qu'évidemment, je ne peux pas être avec tout le monde. Et puis, vous avez chacun vos propres connaissances de votre parcours, etc., qui sont vraiment… c'est vous qui avez toute la matière. Et du coup, justement, pendant cet atelier, on va essayer de voir des méthodes issues du monde du design pour essayer de construire son CV. En fait, moi, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de similitudes entre la création de CV et le monde de la création de services ou de création de produits. Enfin, il y a des processus, des logiques qui sont un peu similaires. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un peu une exploration de quelques-unes de ces méthodes du monde du design qui, je trouve, s'appliquent bien au monde du CV. Puis en plus, c'est plutôt ludique. Enfin, voilà, c'est assez intéressant, je pense. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, donc, les objectifs, on va essayer de comprendre le lien entre la création d'un service et la création de CV, juste pour essayer de voir pourquoi c'est plutôt pertinent d'utiliser les méthodes du design. Après, on va essayer d'utiliser certains outils du design pour notamment construire un CV qui a une bonne proposition de valeur par rapport aux problématiques de l'entreprise, et puis expérimenter deux exercices notamment qui viennent du monde du design pour… voilà. L'idée, c'est un peu de jouer avec ces exercices-là pour qu'ensuite vous puissiez les reproduire vous-même parce que ça prend plus de temps que ce qu'on va faire ensemble. Mais au moins, vous aurez, je pense, les codes. Et puis, et si vous avez des petites questions, ce sera l'occasion d'en discuter ensemble. Alors, je ne sais pas si vous avez… Certains d'entre vous, je pense, ont déjà assisté à un précédent atelier qui s'appelait « Faire un CV qui correspond aux besoins des entreprises ». Et j'insistais pas mal dans cet atelier sur la nécessité de faire, et l'importance de faire un CV qui répond vraiment aux besoins des entreprises. En fait, dans le processus de recrutement, qui est un peu que je comparais dans cet atelier à un processus d'achat, le recruteur évalue en premier lieu si le candidat répond à ses besoins. En fait, c'est quasiment le critère le plus important en tout début de recrutement. Donc, en fait, quand on envoie un CV ou une lettre de motivation, un des premiers critères de jugement, c'est est-ce que la personne qui m'envoie ce CV, est-ce que ça correspond à l'image que je me fais en tête du candidat idéal? Donc, je ne sais pas, ceux qui avaient participé à cet atelier se souviennent peut-être de ce schéma-là. Alors, c'est un schéma qui vient du monde de la vente, qui détermine en fait l'importance de certains critères dans les décisions d'achat d'une personne au fil du temps. C'est-à-dire que là, en axe X, là, on a le temps, et en axe des ordonnées, on a l'importance de différents critères pour l'acheteur. Et le critère qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui du besoin, c'est-à-dire est-ce que la personne que j'ai en face de moi correspond à mon besoin? Est-ce que voilà, ça répond à l'image que je me fais du candidat idéal et évidemment du besoin qu'il y a au sein de mon entreprise. Et en fait, ce critère évolue un peu sous cette forme-là au tout début du processus d'achat, il a beaucoup d'importance. Et en fait, en fin du processus d'achat ou de recrutement, hein, c'est un peu la même, ça baisse. Alors, il y a d'autres critères qui sont les critères de preuve, on ne va pas en parler après, ou des critères de coût. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le critère d'adéquation entre ce qu'on me propose et moi, ma compréhension du besoin, qui est vraiment le plus important au début. Et évidemment, dans un processus de recrutement, ce qui est important, le début du processus de recrutement pour un recruteur, c'est le CV et la lettre de motivation, bien souvent. Évidemment, ce n'est pas systématiquement le cas. Ça peut aussi être une conversation comme ça, mais… Donc, alors je ne reviens pas en détail un petit peu sur cette phase-là. C'est un peu un prérequis pour rentrer dans l'atelier du jour, c'est que voilà, on va travailler sur le besoin, montrer que votre profil est en adéquation avec le besoin de l'entreprise. Donc ça, c'est les différentes phases, évaluation des besoins, étude des preuves, analyse de risque. Alors, les méthodologies du design. Donc, par design, j'entends la création de produits ou de services nouveaux pour les utilisateurs. Donc, en fait, l'idée, c'est que quand on crée des produits ou des services, si c'est mon métier, par exemple, de faire ça,
l'un de mes objectifs, ça va être justement de créer un produit ou un service qui répond aux besoins des gens. Voilà, sinon, les gens ne vont pas acheter. Donc, dans le monde des services, on a imaginé un certain nombre de méthodes pour travailler, pour étudier les besoins des individus et essayer de créer des choses qui répondent à ces besoins. Donc, pour ça, les designers, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils partent des besoins des gens. Ils observent les individus. Alors, peut-être des fois, en les classant, en se disant, tiens, là, on va essayer de résoudre un problème pour tel type de personnalité, tel type de personne. Et puis, une fois qu'ils ont déterminé un peu le profil de la personne, ils vont les étudier. Donc, ils vont regarder leur quotidien. Ils vont essayer de comprendre leur psychologie, leurs aspirations, leurs désirs ou leurs frustrations aussi. Les frustrations, c'est un très, très bon sujet. Pour voir justement à quel endroit dans leur quotidien il y a des choses qui grattent, quoi, des choses qui ne sont pas bien, qui sont désagréables et dont les personnes aimeraient bien se débarrasser, par exemple. Donc, il y a beaucoup de designers qui utilisent leurs propres outils, leurs propres méthodes pour faire ces études-là. Mais après, il y a aussi des méthodes qui existent, qui ont été conçues un petit peu par des consultants en design parce qu'ils accompagnent beaucoup d'entreprises. Donc, ils ont un peu automatisé, entre guillemets, les processus à ce niveau-là. Et donc là, moi, j'utilise notamment deux outils qui viennent de ce livre-là, Value Proposition Design, qui est vraiment un super livre qui recouvre beaucoup plus que ce que je vais dire ici. Là, c'est vraiment une toute petite partie, ce qu'on va voir aujourd'hui. Certains d'entre vous connaissent peut-être le business model Canva. C'est qu'il y a une manière de représenter le business model d'une entreprise. Voilà, ça, c'est les mêmes qu'on fait celui-là que le business model Canva. Et d'ailleurs, cette partie-là s'adapte. On travaille sur 2 cases du business model Canva quand on travaille avec ce bouquin-là. Voilà, juste pour vous dire que c'est des gens qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Alors, je disais donc, tout part de comprendre les besoins des utilisateurs. Alors, ce qu'on va faire là, du coup, c'est au début, on va faire un premier exercice. On va faire 2 exercices aujourd'hui. Le premier, ça va être un petit exercice pour essayer de comprendre les besoins des recruteurs. Alors là, j'ai mis décideurs, recruteurs. Là, pour moi, c'est la même chose dans notre discussion. Et ici, quand je parle de décideurs, il faut être conscient d'une chose, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui sont impliquées, enfin potentiellement impliquées dans une décision de recrutement. On peut avoir 3 grands types de personnes impliquées. Donc, c'est les RH, les ressources humaines, les opérationnels, ceux qui seront en fait vos futurs collègues, et le patron ou votre futur N+1. Et donc ça, c'est 3 types de décideurs. Alors, ça ne veut pas dire que c'est eux qui auront tous la décision finale, mais ils pourront influencer plus ou moins fortement la décision. Certains pourront mettre un veto, par exemple, et évidemment, il y a quelqu'un dans le lot qui décidera probablement le patron ou le N+1. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ces gens-là, ces 3 types de grands profils, n'ont pas forcément les mêmes besoins et les mêmes problématiques dans leur quotidien. Donc, ils ne vont pas chercher les mêmes choses chez la personne qui recrute. Donc, ça veut dire que vous pouvez taper dans l'œil d'une certaine personne, un certain profil, on va dire, et puis ne pas séduire un autre profil parce que quelque chose dans votre parcours, je ne sais pas pourquoi, pose un petit problème par rapport à un autre profil dans les recruteurs. Donc ce qu'on va faire ici dans l'exercice, vous allez choisir un profil, pas plusieurs. On va travailler uniquement sur un des profils. Mais après, l'idéal, c'est aussi de travailler aussi les autres profils de décideurs. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est peut-être lister les différents types de personnes qui sont capables de décider, vous, dans vos différents processus de recrutement. Alors, ça dépend souvent des entreprises. Donc, dans certaines entreprises, il y aura un seul décideur, dans d'autres, il y en aura 2, dans d'autres, il y en aura 3. Et vous ne savez peut-être pas forcément qui va décider en plus. C'est peut-être un peu flou, ce qui est très normal puisque les entreprises ne communiquent généralement pas sur leur processus de décision. Mais je pense que d'une manière générale, il y a les 3 grands profils, c'est RH, opérationnel et N+1. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est, alors vous connaissez peut-être le principe de l'empathie map, la carte d'empathie. Alors, j'avais fait un article sur DoYouBuzz qui parlait un petit peu des empathy maps. Je vous mets juste le lien ici. Ce qu'on va faire là, ici, c'est qu'on va faire une version simplifiée de la carte d'empathie. Et on va se concentrer uniquement sur deux aspects.
Donc, la carte d'empathie, l'idée, c'est de se mettre à la place d'une personne. Donc là, le décideur que vous avez sélectionné, et d'essayer d'imaginer un petit peu ce que c'est que sa vie, son quotidien, et lister plusieurs choses. Alors, nous, on va lister 2 choses. Alors voilà, ici, là, c'est un petit cercle qui représente le profil de la personne que vous allez cibler, sur laquelle vous allez travailler, enfin, sur laquelle vous allez vous mettre en empathie avec. Et on va regarder on va lister une première chose, ça va être ses objectifs. Alors, ses objectifs à lui, dans son métier à lui. D'accord? Évidemment, ce n'est pas dans sa vie personnelle, etc. C'est vraiment en tant que responsable commercial, quels sont ses objectifs? C'est quoi sa fiche de poste? Et quels sont ses problèmes rencontrés au quotidien? D'accord? Donc ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va lister autant d'objectifs et de problèmes que possible. Donc, on va imaginer, on a plein de petits post-it qu'on va mettre. Là, je rajoute des petits post-it sur les objectifs de notre profil cible. Et il a plein de problèmes aussi. Il a une liste de problèmes au quotidien qu'il doit résoudre et qui lui arrivent régulièrement. Alors, pour prendre un exemple, un responsable commercial, par exemple, il a différents objectifs. Il doit augmenter le chiffre d'affaires de sa business unit. Il doit diminuer les coûts. Il doit faire du reporting à sa direction. Il doit vendre de l'upsell. Il doit augmenter la productivité de son équipe. Garder une bonne ambiance aussi au sein de l'équipe. Développer plus de fonctionnalités avec l'équipe R&D s'il travaille dans ce domaine-là, enfin, dans un domaine technique. Le responsable commercial aussi va avoir des problèmes, des choses qui lui causent du tracas au quotidien. Donc, par exemple, il y a des problèmes de cohésion dans son équipe qui fait que ça ne marche pas très bien. Il y a des commerciaux qui se piquent des clients les uns les autres. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Il a perdu des clients à cause d'un service client peu réactif. Voilà, c'est ce qui lui est arrivé l'année dernière. Il a des commerciaux qui ne connaissent pas forcément bien le produit ou qui ont du mal à se familiariser avec certaines choses. Il y a eu des burn-out aussi dans l'équipe. Donc ça, c'est des choses qui l'empêchent en quelque sorte d'atteindre ses objectifs. Autre exemple, avec un responsable produit, par exemple, dans le monde logiciel. Bon, je ne vais pas toutes les lire aussi. Mais l'idée, c'est, je pense que vous voyez un petit peu le principe général, c'est d'essayer de se mettre à la place de quelqu'un et de vous mettre à sa place. C'est quoi son quotidien? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi ses problèmes? Alors, on peut avoir 2 petits soucis quand on travaille sur ce genre de sujet. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler sur un prototype de personne. Donc, par exemple, là, quand je mets le responsable produit a des susceptibilités à gérer dans l'équipe, ce n'est pas vrai pour tous les responsables produits. Il y a des responsables produits où ça se passe très bien, il y a des responsables produits pour lesquels ça se passe beaucoup moins bien. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez quand même aller dans le détail. C'est-à-dire que même si, en fait, vous allez, par exemple, au début de l'exercice, on va lister vous allez lister des généralités, des choses que chacun dans son métier doit faire. Et puis après, vous allez essayer notamment de vous souvenir de personnes que vous connaissez, avec qui vous avez déjà travaillé. Et là, vous allez essayer de vous mettre à leur place et vous souvenir un petit peu de c'était quoi leur quotidien, c'était quoi leurs objectifs, c'était quoi leurs problèmes. Et vous allez lister les genres de problèmes qu'ils ont rencontrés. Ça ne veut pas dire que tous les responsables produits, par exemple, auront le même type de problème, mais ça vous donnera quand même un panorama plutôt large des types de problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et si après, vous multipliez le nombre d'exemples avec des vraies personnes, voilà, vous commencerez à avoir une couverture un peu plus large de leurs objectifs et des problèmes qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Voilà, alors, on va donc commencer l'exercice. Je propose qu'on se donne 10 minutes pour faire ça. C'est peut-être un peu long, mais ce n'est pas plus mal que ce soit un peu long parce que des fois, on est un peu sec en termes de réponses. Et puis, en attendant 30 secondes, 1 minute, on a le temps d'en remettre une couche. Donc, ce que je vous propose là, c'est identifier une cible. Donc, la cible, je vous rappelle, c'est soit vous prenez un opérationnel, soit vous prenez un RH, soit vous prenez un patron ou un N+1. Je vous recommande d'utiliser l'opérationnel ou le N+1 parce que N+1, si c'est quelqu'un qui connaît bien le métier, parce que c'est là que vous aurez le plus on va dire de compréhension, enfin d'analyse sur votre propre métier à vous. Là où les RH, eux, si vous prenez comme profil d'analyse un RH, il va plus être sur les qualités, sur le comportement, le savoir-être, la motivation. Ce qui est intéressant aussi,
Mais voilà, vous aurez plus d'infos si vous choisissez comme profil un opérationnel. Ou un N+1 qui connaît très bien votre métier. Parce qu'on peut avoir des N+1 qui sont purement managers et qui connaissent moins bien les problématiques métiers. Donc là, vous aurez moins d'apprentissage. Donc, vous allez prendre une feuille de papier, soit une feuille Word, soit une feuille de papier, écrire en haut de la feuille le nom de la personne, enfin le nom de la personne, le nom du profil. Donc, par exemple, ce sera responsable commercial ou business developer, je ne sais quoi, à vous de voir. Et 2 colonnes. Colonne à gauche, ses objectifs, colonne à droite, ses problèmes. Et puis, vous allez lister tout ce qui, dans sa vie, voilà, enfin, dans sa vie professionnelle, tous ses objectifs, tous ses problèmes. Alors, il est 14h30. Normalement, c'est la fin de l'exercice. Alors, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Peut-être que vous avez découvert des petites choses. À la fin de l'atelier, je vous proposerai de rejoindre un petit espace de discussion sur Slack où on pourra tous partager éventuellement les différents listings qu'on a pu faire. Et l'idée, c'est de pouvoir déjà envoyer ces apprentissages aux autres et que les autres puissent faire éventuellement un retour aussi sur des choses qu'on aurait pu potentiellement oublier ou voilà, chacun peut avoir des remarques intéressantes à faire. Alors, est-ce que déjà vous avez des questions par rapport à l'exercice? Est-ce que vous avez des petites difficultés ou des doutes? Non, tout va bien. Okay. Ouais, c'est compliqué de se mettre dans la peau du N+1. Il faut quand même, pour voir tous les aspects, c'est compliqué d'être exhaustif en fait. Oui, ça c'est sûr. Alors, c'est pour ça que le mieux, pour faire cet exercice dans les règles de l'art, le meilleur moyen, c'est de récupérer toute la manne d'informations qui est dans le cerveau des gens par l'intermédiaire d'un interview avec la cible. Voilà. L'interview qualitative, ça fait partie de l'arsenal de compétences du bon designer. C'est un exercice vraiment à part entière. Et en fait, l'idéal même pour vous, en fait, c'est de solliciter, même si vous n'êtes pas designer, donc vous n'avez peut-être pas forcément ces qualités-là ou ces compétences-là, c'est de solliciter des rendez-vous auprès de certains décideurs types pour bien comprendre leurs difficultés, voilà, leur métier, les difficultés, leurs objectifs et se mettre à leur place. Ce qui est hyper intéressant sur les interviews aussi, c'est qu'évidemment, c'est un super argument pour travailler votre réseau et décrocher des entretiens réseau. Voilà, un exemple. Alors, j'ai juste rédigé un exemple de sollicitation pour vous donner un peu une idée, mais c'est voilà, bonjour, je suis en train de faire une étude auprès des responsables commerciaux afin de mieux comprendre moi-même quelles sont leurs attentes vis-à-vis des business développeurs. Je suis moi-même business développeur en recherche d'emploi et j'en profite pour faire cette étude afin d'affiner ma compréhension des attendus du côté de mes collègues et mes N+1. Est-ce que vous auriez une demi-heure à m'accorder pour répondre à mes questions sur le sujet? Voilà, évidemment, ça peut être amélioré. Mais l'idée, c'est vraiment de solliciter un entretien pour comprendre, poser un maximum de questions pour comprendre le métier de l'autre. Donc, évidemment, là, pendant cet atelier, vous n'avez pas la possibilité de travailler ces interviews. Hein, donc, on utilise nos propres connaissances imparfaites. Mais franchement, on apprend toujours plein de choses avec ce genre de discussion. Enfin, bon, Pascal, qui est, je pense, journaliste et a fait des interviews, voilà, connaît bien l'exercice, à mon avis. On croit souvent connaître des choses sur les gens, sur leur manière de fonctionner, puis en fait, en creusant, on découvre plein de choses. Donc ça, s'il y en a qui se sentent capables, c'est vraiment super de le faire. Enfin, Jérôme, est-ce que c'est la technique Jérémy du micro-trottoir? Alors Jérémy, hein, pas Jérôme. Pardon, Jérémy. Pas de souci. Alors, micro-trottoir, c'est un peu court. Enfin, je ne connais pas ce que c'est exactement l'exercice. Pour moi, le micro-trottoir, c'est le genre de truc qui dure 5 minutes. Oui. Ouais. Là, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Donc, c'est 30 minutes, idéalement 45 minutes, 1 heure. Mais, un micro-trottoir, c'est avec des anonymes aussi. Ouais. Voilà. Donc, tu sais pas ce que fait la personne. Ouais. Voilà. À moins de. Voilà, exactement. C'est pas assez précis, quoi. Ouais. Là, tu cibles. Hein. Là, tu cibles vraiment. La semaine dernière, on avait fait justement un atelier sur le réseau. Et justement, dans la démarche réseau, le principe, c'est de cibler ses interlocuteurs pour trouver ceux qui prennent des décisions. Et du coup, en fait, l'interview, qui est un entretien réseau, en fait, c'est une manière aussi, c'est comme un pré-entretien d'embauche. Voilà. La personne, elle ne recrute pas en ce moment, donc elle ne peut pas te proposer un job, mais peut-être que dans 6 mois, dans 9 mois, dans 1 an, elle aura quelque chose et elle se souviendra de toi à ce moment-là. Donc, c'est là où on essaye de montrer qu'on a nos qualités, nos compétences à travers ce type d'entretien. Donc là, c'est juste un peu juste pour vous dire,
l'interview, c'est vraiment un outil hyper important dans ce genre de processus, dans ce genre de démarche. Voilà, concevoir, construire un service ou un produit sans aller voir les futurs clients, c'est hyper dangereux, quoi. Et dans le monde, voilà, dans le monde du recrutement, bah, évidemment, on essaie de répondre aux problématiques des arrivants. Donc, voilà. Alors maintenant, donc, deuxième phase, je vous avais dit qu'il y avait 2 exercices. Donc là, on va arriver sur le deuxième. Donc, vous avez rempli la partie à gauche. Ça correspond à l'univers de votre cible. Et maintenant, on va voir comment vous répondez en tant que professionnel aux problématiques de cette personne. Donc, par exemple, du rédac chef ou par exemple du N+1. Donc là, sur la gauche, on a votre N+1. Et là, sur la droite, c'est vous, avec le petit costard, avec la petite chemise et la cravate. Donc là où le décideur il a des objectifs, vous avez des solutions à lui apporter, voilà, des manières de l'aider à atteindre ses objectifs. Là où il a des migraines et des maux de tête, vous avez des petits médicaments, vous avez des choses qui vont le soulager dans son travail au quotidien. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer donc là, vous aviez listé tous les différents objectifs et les différentes petites migraines que ça lui donnait. Et bien, vous allez essayer de faire la même chose de votre côté. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que pour chaque post-it, enfin post-it ou ligne, hein, là, on n'est pas sur les post-it, mais que vous avez sur la gauche, vous allez essayer d'en avoir 1, 2 ou 3 sur la droite, sur la partie droite. Donc, pour chacun de ces objectifs, vous allez essayer de montrer comment vous pouvez l'aider, vous, à atteindre cet objectif, ou comment vous pouvez montrer que vous avez vous-même déjà atteint ces objectifs par le passé. Alors, des fois vous n'aurez peut-être pas de réponse, ce n'est pas grave. Hein. L'idée, c'est d'en avoir un maximum possible, d'avoir un taux de recouvrement maximum. Voilà, donc là, vous allez mettre, en gros, sur la partie droite, ça va être, vous allez avoir des informations, alors je pense de 3 types, peut-être que vous en aurez d'autres, mais ça va être des compétences, donc je sais faire telle ou telle chose, ça va être des qualités personnelles, et ça va être éventuellement aussi des résultats, c'est-à-dire des choses que vous avez faites qui prouvent que vous êtes capable d'aider la personne à atteindre son objectif. Je prends un exemple avec le responsable commercial. Voilà, donc là, la partie à gauche, on a ses objectifs. La partie à droite, c'est moi, comment je peux aider cette personne à atteindre ses objectifs. Donc, un de ses objectifs, c'est augmenter le chiffre d'affaires. Or, il s'avère que moi, j'ai augmenté les ventes de plus 12% chez Cartac. Bon, je suppose que c'est Cartac, mais c'est une entreprise dans laquelle j'ai travaillé. Un de ses objectifs, c'est diminuer les coûts. Il s'avère que moi, j'ai mis en place de la marketing automation. J'ai automatisé des processus marketing qui ont fait économiser 2 jours hommes par mois dans une entreprise précédente. Il doit faire du reporting auprès de sa direction. Moi, j'ai mis en place des tableaux de bord automatisés. Il doit vendre de l'upsell. Moi, j'ai fait une augmentation moyenne du panier moyen de 20% dans une autre entreprise. Voilà, il a envie de garder une bonne ambiance au sein de son équipe. Bon, j'ai déjà fait des apéros after work. Je ne sais pas, quand j'étais étudiant, par exemple. Il a besoin de développer plus de fonctionnalités auprès de l'équipe R&D. Il s'avère que j'ai déjà fait de la gestion de projet pendant 3 ans dans une équipe de développement logiciel. Bon, évidemment, ça c'est une situation un peu idéale, mais l'idée c'est de trouver pour chacun ses objectifs, des aides à ses objectifs. Pareil pour les difficultés. Voilà, il a des problèmes de cohésion d'équipe, et ben moi je ne suis pas susceptible et j'aide beaucoup les autres. Alors, ça, il va falloir le prouver après, mais ça c'est une autre chose. Il a perdu des clients à cause d'un service client peu réactif. Ben voilà, en fait, vous savez que vous pouvez montrer que vous êtes très réactif et vous avez un petit chiffre que vous avez calculé sur vos 100 derniers emails. Et ben, 90% a été répondu en moins de 2 heures. Bon, c'est des exemples. Voilà, il y a eu des burn-out, ben, vous avez un bon équilibre perso, etc. Même si le burn-out n'est pas lié que, enfin, surtout lié aux conditions structurelles et pas forcément aux conditions individuelles. Mais là, on est en train de se vendre. Donc, on limite la discussion. Voilà, est-ce que c'est clair pour vous, cette petite partie-là? Alors, on va refaire la même chose. Exercice, 10 minutes. Donc, on va se revoir à 48. Et pour chaque post-it que vous avez noté, enfin, chaque post-it, chaque ligne que vous avez noté pour chaque objectif, vous allez essayer de trouver une ou plusieurs solutions de votre côté. Voilà, encore une fois, pensez à des situations concrètes. Voilà, des projets, des ateliers, des personnes avec lesquelles vous avez travaillé, que vous avez pu aider dans ce contexte-là. Est-ce que ça vous va? Allez, go. Ben, hop, alors
Le temps imparti est terminé. Alors, c'est un peu court parce que là, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez commencer à toucher à l'exercice, hein. Je ne pense pas qu'on puisse tout faire en 10 minutes, même 2 fois 10 minutes, c'est beaucoup trop court. En plus, souvent, c'est bien pratique de le faire même à plusieurs. Là, parce que comme ça, on peut rebondir sur les idées des uns et des autres. Voilà. Est-ce que vous avez des petites questions là, juste par rapport à ce deuxième petit exercice, avant de continuer? Ok, alors je ne vois pas de questions, hein, donc je vais me permettre de continuer. Alors, l'étape après, on ne va pas la faire là, mais je vous la mentionne quand même parce qu'elle est quand même assez importante, c'est de passer de ces listings que vous avez fait au CV. Voilà, donc là, vous avez fait un certain nombre euh, vous avez fait un certain nombre de liens entre les besoins de l'entreprise et ce que vous avez plus ou moins noté. Maintenant, évidemment, l'idée, ça va être de transposer ces différents possibles. Voilà, on va les faire passer sur votre CV. Voilà, alors, pas sous la forme que vous l'avez rédigée pour l'instant. Ça va, pour la plupart, je pense, ça va demander une petite reformulation. Mais là, vous avez en gros toute la matière première pour constituer votre CV. Et en fait, vous allez notamment, l'idée, c'est notamment là ce que je vous disais un peu pendant que vous faisiez l'exercice, d'identifier, si vous avez juste noté par exemple juste une qualité ou une compétence, ça va être d'essayer d'identifier les expériences dans lesquelles vous avez mis en œuvre ces qualités ou ces compétences. Voilà, par exemple, si vous avez vous avez fait de la vente, par exemple, vous avez fait une hausse du chiffre de vente de X% dans telle entreprise, pour tel projet, pour tel produit, etc. Et donc, c'est ça que vous allez ensuite mettre en scène sur votre CV. Donc, théoriquement, alors après, à voir comment ça se passe, hein, mais ces différentes qualités et compétences vont être un petit peu panachées dans vos expériences. Donc, après, il est possible qu'il y ait certaines expériences où vous n'avez rien à dire, enfin où il n'y a rien qui ressorte de ce que vous avez noté là. Donc dans ce cas-là, vous allez quand même décrire un tout petit peu l'expérience, histoire de quand même mettre quelque chose, mais ce n'est pas là que vous allez insister le plus. Voilà. Donc après, il y a quand même un travail où on va essayer de donner une forme au CV qui correspond un petit peu aux usages. Voilà, Jérémy, excuse-moi. Ouais. Excusez-moi, j'ai Oui. une petite question là. J'espère que c'est en rapport avec ce que vous dites. Ouais. Est-ce que les compétences, on doit les faire apparaître tout de suite dans le CV? Parce que ma cousine avéronaise est DRH chez Brico Privé et OK. elle me dit bien donc, elle s'appelle Céline Berthier-Fournier, si tu la connais. Et donc, elle est sur LinkedIn. Voilà. Et donc, elle me dit que les compétences, il faut les mettre en premier lieu. Ouais. Je connais ce. Ouais. Alors. Parce qu'il y a des coachs qui disent qu'il faut les mettre, qu'il faut les insérer dans les expériences professionnelles. Ouais, il y a les deux. Alors, il y a deux écoles. Il y a quelqu'un qui me pose une question aussi. Pourquoi on ne regroupe pas les expériences en groupes de sujets identifiés? Et qu'est-ce que Alors, moi, la principale réponse que j'ai à ça, effectivement, je vois beaucoup de. Il y a les deux écoles. Il y a les écoles qui disent on parle des compétences et les écoles qui disent on parle des expériences. Moi, ce que je dis par rapport à ça, déjà, c'est à vous de le sentir. Cependant, alors je moi je crois me place, il y a une excuse-moi, étude de l'APEC oui, qui est Jérémy, sortie ouais. fin de l'année dernière, je crois, qui a étudié pas mal de recrutements. Et en gros, alors là, c'était basé sur des questionnaires, hein, mais c'était 75% des recruteurs analysaient les compétences à travers le parcours. Donc en gros, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une compétence, ça ne veut rien dire tant qu'elle n'a pas été mise en œuvre. Je peux te dire que je fais de la gestion de projet, mais en fait, tout le monde fait de la gestion de projet. Enfin, tout le monde a déménagé, tout le monde voilà. Donc, dans quelle mesure ça veut dire quelque chose, cette gestion de projet? Si je te raconte un projet que j'ai géré de A à Z, tu vas avoir plus de facilité à comprendre ce que ça veut vraiment dire. Voilà, j'ai un copain qui fait de la gestion de projet dans le nucléaire. D'accord. C'est pas la même chose que moi qui fais de la gestion de projet dans le monde logiciel. Voilà, moi, je travaille avec 3-4 interlocuteurs et les budgets, c'est 50-60 000 euros. Lui, c'est avec 15 interlocuteurs, des réglementations qui font des kilomètres de long et s'il y a un boulon qui manque, ça coûte 1 milliard. Tu vois, les deux font de la gestion de projet. Ouais, mais si on se place par rapport aux recruteurs, C'est même. pour moi, en tant que rédacteur, ce qui compte, c'est une accroche. Donc, une accroche, une compétence, ça doit apparaître en premier. Mais, alors, qu'est-ce que tu vas dire dans tes compétences?
essaye de voir si ça accroche. Et en plus, quand on rédige, on sait que ce qui accroche, c'est raconter les histoires des gens. On parle du storytelling, on parle pas de. Enfin, justement, on parle d'une situation concrète dans laquelle il y a des difficultés, il y a un contexte, ça draine tout un imaginaire qui va avec. Tandis que la compétence totalement désincarnée, voilà, c'est ça, ça. Par exemple, quelqu'un qui dit, moi, je sais garder mon sang-froid en toutes circonstances. Ok. L'autre jour, je travaillais avec une infirmière qui bossait en urgence, voilà, dans le système. Et là, elle nous dit qu'elle fait des opérations qui peuvent durer 6 heures et qu'il faut toujours qu'elle soit au taquet, qu'elle a 12 trucs à gérer en même temps. Et du coup, là, on a beaucoup plus de facilité à la visualiser en train de gérer tout ça avec du sang sur sa blouse et tout ça, que quelqu'un qui me dit juste, je sais, voilà, Jérémy, excuse-moi, est-ce qu'il sera possible de me proposer un exemple de CV de rédacteur web? Si j'en ai pas sous la main, tu n'en as pas? malheureusement. Non. Moi, j'en ai un là, s'il faut. Tiens. Alors, pourquoi pas alors, à la limite, on peut en discuter. Je vais juste avancer un petit peu sur la discussion, mais ceci dit, merci parce que la problématique compétence-expérience ressort très souvent. Alors, moi, je suis assez convaincu, je suis assez convaincu que c'est quand même très pertinent de les mettre dans les expériences. Cependant, j'ai quand même le discours de la part de recruteurs de temps en temps qui me disent, notamment chez les RH, en fait, où les RH, ils sont plus en train, quand ils sont dans une phase de recrutement, en train d'essayer de cocher des cases. C'est-à-dire qu'ils ont des spécifications côté opération. Enfin, on leur dit, il faut que la personne sache faire à peu près ça. Et là, ils voient le CV en face. Et du coup, c'est beaucoup plus rapide de scanner un listing de compétences à peu près bien hiérarchisé. Et donc, OK, lui, il sait faire ça, il fait ça. Ça correspond à l'offre. Mais par contre, ce n'est pas suffisant pour convaincre après. Parce qu'en fait, ma question, elle est parce que bon, il y a des gens, ils sont confirmés. S'ils sont confirmés, à ce moment-là, peut-être qu'ils peuvent mettre les compétences dans l'expérience. Mais moi, dans mon cas, je ne suis pas confirmé. Donc, je pense alors oui, il faut voir au cas par cas. Là, j'aurais tendance à vouloir regarder ça avec toi un petit peu plus précisément pour voir ce qu'on peut faire. Parce qu'il y a toujours des cas particuliers. Et à l'inverse, moi, quelqu'un qui a l'air, enfin, quelqu'un à qui je fais naturellement confiance, on va dire. Je sais, quelqu'un, soit il m'a été recommandé, soit c'est quelqu'un qui a 30 ans d'expérience dans son métier, qui a l'air d'être, voilà, on sait pas, c'est quelqu'un qui a l'air compétent, quoi. Je ne me pose pas de questions. Là, en fait, limite qu'il ait un listing de compétences, je l'accepterai plus facilement. Voilà, je le croirais plus facilement, mais ça n'aura jamais autant d'impact que s'il me raconte son histoire dans son expérience. Enfin, après, à vous de voir si cet argument colle. D'ailleurs, c'est un peu ce que je voulais vous dire juste après. Alors, pareil, une autre chose dans le monde du design qui est hyper importante, c'est la notion de prototypage. Un prototype, c'est, vous savez, on construit un produit final, mais avant que le produit soit totalement finalisé, on en fait une version un petit peu simplifiée qu'on va confronter aux utilisateurs finaux. Donc, on leur met en main cette chose qu'on a fabriquée et on essaye de comprendre si ça marche, ce qu'on a fait. Si l'usage correspond à ce qu'on a envie, au but initial. Alors, dans le cadre du CV, on ne va pas faire un sous-CV parce que la différence entre faire un prototype de CV et un CV final, elle est minime. Donc, on va faire un vrai CV, mais on va quand même garder cet esprit de prototype en se disant, c'est aussi un outil pour comprendre mon interlocuteur. Et donc, si je commence à avoir des feedbacks, la discussion qu'on a eue sur les compétences, elle est très théorique en fait. On se dit ça, on a des arguments qui sont plutôt sensés de part et d'autre. Mais en fait, ce qui va vraiment nous permettre d'évaluer la pertinence d'un argument ou de l'autre, c'est de l'envoyer et de voir les retours qu'on a en fonction de ça. Et donc, si on a des retours, si on n'a aucun retour, déjà, c'est un indicateur. Et si on a des retours, ça va être d'essayer de les comprendre. Alors, par exemple, si en entretien, j'ai souvent le même type de question qui revient et je rame un petit peu pour répondre à cette question, enfin, on sent que l'autre en face doute un petit peu de quelque chose chez nous. Alors, il nous a pris un entretien parce qu'il y a des choses intéressantes dans notre profil, mais il y en a 2-3 d'affilée là, qui me posent tout le temps la même question. Par exemple, voilà, est-ce que vous seriez à l'aise avec le fait d'être managé par quelqu'un de plus jeune que vous? Je ne sais pas si j'ai 50 ans et on me pose cette question-là plusieurs fois d'affilée. Je vais commencer à me dire, et que je rame un petit peu en entretien, je vais essayer
de répondre à cette question, on va dire, directement depuis le CV. Donc ça, alors, bon, peut-être que l'exemple n'est pas super bon sur le côté management, mais toutes les questions qui nous semblent un petit peu récurrentes dans le comportement, enfin, dans la manière dont les recruteurs nous posent des questions ensuite, ça va être intéressant d'étudier. Par contre, se méfier, se méfier comment dire, des remarques du type « tu devrais faire ton CV comme ça ». Je l'avais noté avant même que tu parles, Pascal, mais du type le CV, il faut qu'il fasse une page, ou le CV, il faut qu'il fasse 2 pages. Parce qu'en fait, ça, c'est des a priori qu'on peut avoir. Par exemple, sur le CV sur 1 ou 2 pages, les recruteurs ont tendance à dire qu'ils préfèrent les CV sur 1 page. C'est vrai, hein. C'est vrai. Hein. C'est ce qu'ils disent. Oui, mais après, est-ce qu'ils recrutent? Un recruteur, il va prendre en priorité un CV sur 1 page. Non. Justement, voilà, sa préférence. Il dit, quand on lui pose la question, tu préfères l'un ou l'autre, il dit qu'il préfère un CV sur 1 page, mais en fait, si tu prends un panel de recruteurs, tu leur mets des CV de 1 ou 2 pages, c'est plus ou moins aléatoire, on va dire. C'est-à-dire que dans certains métiers, certaines circonstances, en fonction du contexte, c'est des CV sur 2 pages. Ouais, mais un même recruteur qui te dit « je préfère un CV sur 1 page » peut préférer dans la sélection réelle des CV sur 2 pages. Sur 2 pages, je dirais que pour des confirmés, oui. Mais pour des… Non, même sur certaines études. Alors, il y a un article que j'ai écrit sur le CV 1 ou 2 pages. Là, c'est de l'opinion. C'est pareil, on ne sait rien, en fait. On discute. En fait, Et en fait, parce que sur le CV sur 2 pages, t'en dis plus aussi. Donc, si ce que tu dis est pertinent sur le CV sur 2 pages, bon, bah, très bien.